Les vraies voix du rugby, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby. Au sommaire, retour sur un week-end complètement fou. Tenez bien, 6 clubs luttent pour la 6e place occupée désormais par Montpellier. Nous reviendrons sur les enjeux de cette fin de saison. Toulouse règne en maître sur le top 14. Le Brennus pourrait-il échapper aux champions en titre avec une telle avance? On en parlera avec Yoann Huget, Félix Manguero et bien sûr vous les auditeurs au 0826 300 300. 20h30, Perpignan sorti de la zone rouge. Les Catalans ont-ils fait le plus dur? Nous en parlerons avec Franck Azema, l'entraîneur de l'USAP, qui sera notre invité. Et puis aux alentours de 20h45, un club 100% Seven, c'est sur le bassin d'Arcachon. Son président Vincent Manta sera avec nous, c'est le Pila Seven, on en parlera. Et oui, c'est un sport dont nous sommes champions olympiques. Vous êtes les bienvenus dans les vraies voix du rugby. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe et bonsoir Yoann. Salut François, bonsoir à tous. Bonsoir Quentin également. Bonsoir à tous. Et oui, l'homme à tout faire, l'homme qui a surtout un œil sur les infos du jour, et les dernières, les plus fraîches, elles sont là tout de suite, prêtes à servir. Ouais, on démarre avec une nouvelle qui nous a été annoncée sur Sud Radio. C'était Moed Altrerd qui était l'invité au cœur de la mêlée samedi soir, et il a annoncé sur notre antenne que Paul Willemse, victime de plusieurs commotions ces derniers mois, allait certainement mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison, en précisant que de toute façon son contrat avec le MHR se terminait. Le troisième ligne de l'UBB aurait signé en faveur de la franchise australienne des Waratahs. C'est Pete Samu qui devrait retourner du côté de l'Australie, et on évoque même la possibilité pour lui de faire la prochaine tournée avec l'équipe d'Australie et notamment affronter les Lions britanniques et irlandais cet été. Rory Cocotte pourrait faire son retour au Stade Français. L'ancien demi de mêlée pourrait intégrer le staff du Stade Français, et ce dès cet été. L'anglais Yann Vass, spécialiste du jeu au pied à Clermont, lui rejoindra son compatriote Paul Gustard dans la capitale. Dans le reste de l'actualité, mauvaise nouvelle pour les Toulousains. Après Romain Ntamak, c'est François Cros qui sera forfait pour le prochain match du Stade Toulousain. Il est commotionné et manquera donc la rencontre face au Racing 92. Et puis un dernier mot de Pro D2 avec du changement en tête du classement. C'est Brive qui est désormais leader à égalité de points avec Grenoble. Ensuite, on va retrouver Colomiers, Aix-en-Provence et Soyaux-Angoulême ainsi que Montauban. Toutes ces équipes joueront les phases finales. En bas du classement, en lutte pour jouer le barrage de maintien, Agen et Aurillac. Voilà, les Agen qui a 54 points, Aurillac 52 points. Voilà, tous les enjeux de ce multi aussi de Pro D2, on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Tous les matchs en même temps. Ah ouais, ce sera vendredi. Vendredi. Exactement. Et on va bien sûr vibrer comme on vibre chaque semaine avec toi Quentin, avec toute l'équipe, Alexandre, Priam, au sujet donc de cette Pro D2 qui va connaître son épilogue de la phase régulière. Messieurs, est-ce qu'il y a une news sur laquelle vous voulez rebondir? Philippe peut-être? Il y a beaucoup de news, mais non, mais peut-être qu'on reviendra, mais je ne sais pas si tu as prévu un sujet particulier on peut en parler effectivement, parce que c'est pas une news rugby, mais c'est une news qui concerne. C'est pour ça qu'on sait pas rugby, je sais pas. C'est ça, qui concerne la Fédération française de foot, qui va créer une société des clubs et donc va en gros éliminer sa Ligue nationale de rugby, voilà, et de foot, pardon, et qui va essayer de faire une réforme structurelle. Ça a été annoncé aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand même, Philippe, sur l'intérêt que ça a, et pourquoi pas le paralléliser au rugby, en fait, le répliquer au rugby. Ouais, c'est plutôt là-dessus que je voulais rebondir, sur l'actu foot, mais qui fait le lien avec le rugby. D'abord pour un peu éclairer nos auditeurs, parce que c'est pas forcément facile à comprendre. En fait, les fédérations ont une délégation de service public par le ministère des Sports, et elles-mêmes, notamment dans les sports professionnels, ont subdélégué la notion de service public à leur ligue professionnelle. Et tout l'enjeu en ce moment évoqué par le président Diallo, c'est ça, c'est d'enlever la subdélégation à sa ligue professionnelle. C'est un sujet qui avait été brandi un peu à l'époque sous la première gouvernance de Bernard Laporte, quand il y avait eu ce bras de fer avec la Ligue nationale de rugby, parce que du côté du rugby, contrairement au foot, c'est vrai qu'on a une ligue professionnelle qui est forte, économiquement solide, et qui quelque part était devenue un contre-pouvoir à la fédération, avec des visions très
éloigné. Et donc, il y avait eu ce sujet qui était arrivé sur la table déjà dans les discussions il y a quelques années, et c'est un peu la menace que peuvent brandir les fédérations quand il y a des accords qui deviennent trop profonds avec leur ligue professionnelle. Pour le foot, le sujet est différent. Mais le président Diallo n'a pas beaucoup de choix parce que le foot français professionnel est en danger de mort. Et forcément, ça rejaillira sur toute la fédération, sur les licenciés, sur l'économie globale. Ce n'est pas le cas du rugby. En tous les cas, ce sujet de la subdélégation, il pose quand même question parce que, in fine, quand vous avez des désaccords importants en termes de vision entre la fédération et la ligue, ben, c'est jamais très bon. Et puis, ça amène un problème de lecture sur qui a le pouvoir. Il ne faut jamais oublier que le seul pouvoir, in fine, il est quand même aux fédérations. Et ça, on l'oublie trop souvent et on l'a peut-être aussi parfois oublié dans le rugby. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, le Stade Toulousain, le RC Toulon, tous les clubs, les grands clubs dont on parle, les clubs professionnels qui ont structuré une économie, pour avoir le droit de jouer et d'être en compétition, il faut que ce soit l'association sportive du club qui mette à disposition sa licence. Parce que la seule numéro d'affiliation pour jouer, le numéro d'affiliation. Le numéro d'affiliation, c'est l'association qui le possède. C'est jamais la société professionnelle. Donc en fait, on a eu tendance parfois dans le sport professionnel, dans les grosses ligues qui se sont créées, à un peu trop s'émanciper de la vision fédérale. Et ça amène ce type de sujet. Et là, en l'occurrence, c'est un sujet intéressant à suivre pour le football parce que le rugby, pour moi, n'est pas du tout dans le même cas et n'a pas du tout le même type de problématique à gérer. Même si les clubs perdent de l'argent comme au foot, hein. Enfin, genre moins, mais c'est quand même, ça existe. Là, il y a eu un rapport récent qui a dit que les clubs pro avaient 75 millions de trous quand même. Oui, mais l'économie reste quand même assez solide. Et aujourd'hui, vous avez quand même une ligue nationale de rugby qui est plus riche que la fédération. Donc c'est quand même particulier. Mais en tous les cas, la problématique n'est quand même pas la même parce qu'au foot, on parle de 1,3 milliard de dettes cumulées. Oui, ça commence à faire. C'est colossal. Et donc tout l'enjeu, et c'est intéressant de voir ce qui se passe au foot parce que ça pourrait rejaillir sur le rugby dans des négociations à venir entre la fédération et la ligue, c'est ce sujet de la subdélégation de services publics. Parce que si toutefois c'était remis en question, toutes les cartes sont rebattues. Donc ça veut dire quand même concrètement que la Ligue de foot on va dire plus précisément, en tout cas que la Ligue de foot ça va céder sa place à une société commerciale dont les clubs seraient actionnaires et créer une société des clubs pour gérer le fonctionnement et la commercialisation des championnats professionnels et chapeauté par la fédération. Il y aurait plus de président de la Ligue de foot en fait. Non, il y aurait un CEO, un président élu par les actionnaires, les clubs. Voilà. Johan, ça te fait réagir? C'est des organisations un peu à l'anglaise là qui sont en train d'arriver. Voilà, tu sens notre rugby. Souvent, on dit qu'on refait pas les erreurs du foot, mais parfois on les refait quand même. Donc, ça peut être intéressant en tout cas de suivre. Il faut suivre ça de très près. Et ça peut être intéressant. Après, Philippe connaît mieux le sujet que moi parce que je sors des terrains et peut-être que je suis un peu en retard sur tous ces sujets-là, mais en tout cas, ça peut être de bon augure pour le foot et le sport en général, parce que malgré tout, le foot est quand même précurseur de pas mal de choses et a un temps d'avance sur pas mal de sports. Revenons au terrain, justement, pour revenir à la performance de Montpellier qui a battu hier très largement l'Union Bordeaux-Bègles 46-27 de mémoire. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Parce qu'on sait que l'UBB avait fait tourner, mais à 2 semaines de la Champions Cup, est-ce que c'est inquiétant pour le staff girondin finalement? Christophe Le Suc disait certains joueurs n'ont pas marqué de points. Johan, est-ce que tu penses que voilà, c'est ennuyeux en termes de profondeur d'effectifs? Non, parce qu'il fallait déjà digérer la victoire face à Toulouse, la première finale. Et je pense que c'est tout le staff qui doit être remobilisé, pas que seulement les joueurs. Vous savez, à ce moment-là de la compétition, c'est leur première finale du club aussi. C'est pas évident à préparer. Et moi, je pense que c'est juste un faux pas et qu'ils seront au rendez-vous. Okay, on va écouter Christophe Le Suc. Hier soir, c'était à l'issue du match en conférence de presse, un des entraîneurs adjoints de Yannick Bru de l'Union Bordeaux-Bègles.
Vous le savez, on a tourné par rapport au week-end dernier, donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui qui ont des places à gagner. Là. Le banc, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a encore un match avant, on reçoit Castres, avant d'aller à Cardiff, donc il y a des incertitudes, il y a des joueurs en reprise, il y a des... Je dirais chaque fois que les joueurs doivent nous faire poser des questions, ils doivent être meilleurs que ça. Là aujourd'hui, forcément, pour certains, c'est... Je n'ai pas envie de critiquer un tel ou un tel, mais... C'est sûr qu'ils avaient l'occasion de nous mettre plus de doutes. Et bon, après, on ne va pas condamner ni tuer des personnes. Hein. Ouais, Philippe Sanguero, voilà, c'est un accro sans conséquence. Sans conséquence, oui et non, quand même, les mots de Christophe Lossuc sont assez forts parce que ce qu'on soulignait quand même dans cette UBB-là cette année, c'était sa profondeur de banc. Là, quelque part, il la remet un peu en question. Et donc, on sait à quel point les gestions de fin de saison, quand on joue sur les deux tableaux, peuvent être difficiles. Donc, ils se disent que peut-être ils ont moins de latitude que ce qu'ils pensaient, parce que ce faux pas à la maison contre La Rochelle, il les met en difficulté dans la course aux 2 premières places qualificatives directes. Passer par un barrage avec la finale de Champions Cup à aborder aussi, ça rajoute une complexité. Et puis là, au-delà de ne pas prendre de points, ils ont pris l'eau. Donc, c'est vrai que moi, je pense que ça amène quand même quelques interrogations sur la façon de gérer la fin de saison parce qu'ils ont besoin de points. Et donc, ça va être compliqué de faire tourner. Ouais, ça veut dire que la semaine prochaine, l'UBB reçoit Castres, Johan. Ça veut dire qu'il faut jouer à balles réelles parce que quand même, il faut aller chercher cette 2e place aussi demi-finale. Ou comment ça se prépare, toi qui as connu ces situations avec le Stade Toulousain? Non, mais c'était prévu, de toute façon, qu'ils allaient jouer ce match avant la finale à balles réelles. Ils sont obligés. Mais non, pour moi, ce faux pas, il est inquiétant dans le sens où ils ont déjà la tête à la finale et c'est important, mais est-ce qu'ils vont pas jouer un barrage? C'est surtout ça aujourd'hui le problème. Est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher un résultat à Toulon? Aujourd'hui, j'en suis pas sûr parce qu'il va falloir digérer la finale aussi, qu'elle soit perdue ou gagnée. Et à ce moment-là, je suis pas sûr qu'ils aient les capacités de gérer ces 2 tableaux maintenant. Ouais, en tout cas, c'est les doutes c'est les conséquences et les enseignements que peuvent nous poser la défaite d'hier à Montpellier, donc 46 à 27 sur la pelouse du GGL Stadium. Montpellier 6e. Je le disais dans les titres, 6 équipes sont encore potentiellement dans le top 6. Alors Clermont qui n'a pas pu se déplacer à Castres à la suite du décès de Raizuke, du match qui a été reporté, jouera son match le 24 mai. Mais c'est vrai quand même qu'il y a un peu embouteillage là, quand même, Johan. C'est assez rare. 52 points pour Montpellier, 52 pour La Rochelle. Et la semaine prochaine, il y a un certain La Rochelle-Montpellier. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un embouteillé en haut, c'est un embouteillé en bas. Et La Rochelle a le calendrier, je pense, le plus favorable. J'ai regardé un peu, et je pense que c'est La Rochelle qui a le calendrier le plus favorable pour se qualifier dans le top 6 par rapport à son calendrier, à son expérience. Aujourd'hui, je crois que Montpellier a 2 déplacements sur 3. Ça va être compliqué à gérer, je pense, pour eux. Voilà, La Rochelle reçoit Montpellier, La Rochelle reçoit Perpignan et se déplacera en J26 à Pau. Voilà, mais tu le dis depuis un moment que c'est La Rochelle qui a la main dans cette course au top 6 où effectivement 6 équipes jusqu'au Racing 11e qui sont en 5 points entre Montpellier 52 points, le Racing 11e 47 points. Allez, on va se retrouver dans un instant pour parler de Toulouse. Toulouse qui a pris le large dans cette poule unique malgré son élimination en Champions Cup. Toulouse est allé faire un gros résultat à Toulon. On va en reparler dans un instant avec vous au 0826 300 300. Avec vous au 0826 300 300 pour parler bien sûr de l'actualité au rugby comme tous les lundis dans les vraies voix du rugby avec Yohan Huget, avec Philippe Spanghero et avec vous donc. On est ravis d'accueillir Fabrice qui nous appelle de Laurent-Sainte-Marie. Fabrice, supporter de Toulouse. Bonsoir Fabrice. Bonsoir François et bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous. Voilà, parce que Toulouse a eu une réaction de champion, une victoire au Vélodrome 8 essais à 1. Ça a été absolument époustouflant, 50 à 16, 36 à 3 en deuxième période. Bon, il y a 2 blessés quand même à déplorer, Johan, côté toulousain, avec ces 2 commotions de Romain Tamac et de François Cros. Mais on a vu quand même un Toulouse sur pied. Voilà, l'élimination, on est passé à autre chose. Ça y est, on a basculé, Johan. Oui, clairement. Mais je pense que aussi le fait de remettre des joueurs en course,
Il y avait des blessés qui revenaient. J'ai adoré la prestation d'Ange Capuzzo, a été incroyable. Mais voilà, ça a permis de Théo Nava, quand il est rentré, aux jeunes de prendre un peu le leadership et de reposer certains cadres. Et je pense que ça va mettre la pression aux futurs qui vont jouer le week-end prochain. Donc ça va créer une nouvelle émulation pour la fin de saison et c'est très bien pour l'effectif toulousain. Voilà, l'effectif toulousain qui défend son titre de champion de France. Fabrice, oui. Quand on voit quand même cet écart 50-16, 36-3 en deuxième mi-temps quand même, avec c'était Toulon quand même qui nous recevait, enfin qui recevait les Toulousains. Toulon 3e. Tu peux dire qui nous recevait, c'est très bien, François. Ça me va. Non mais oui, je me suis mis là, voilà. Mais bon, est-ce que tu penses, Fabrice, que l'écart était uniquement lié au carton, voilà, qui ont un peu faussé le match? Ah bah de toute façon, ça a joué, ça c'est clair, mais c'est clair qu'au bout de 25 minutes, on ne pensait pas que ça ferait un tel score, hein, parce que quand on voit ne serait-ce qu'à la mi-temps, ça passe juste, mais c'est pas nouveau. Hein. Toulouse fait souvent des secondes mi-temps comme ça, hein, de grosses factures. Mais là, quelle démonstration de force, quelle puissance. Et là, je pense qu'ils ont frappé un grand coup, et je crois que les Toulonnais ont pris un gros coup là derrière la tête, là, parce que quand on voit en plus le calendrier des Toulonnais pour les 3 dernières journées, la deuxième place, je vois même pas comment ils peuvent espérer aller la chercher quoi maintenant. Hein. Je crois que cette victoire, elle a marqué les esprits quoi. C'est rare. Bon, quand Toulouse joue une Coupe d'Europe, ils sont en demi-finale. Bon, voilà. Donc là, ils sont tombés en demi-finale contre l'UBB. On pouvait se demander s'ils n'étaient pas touchés moralement. La réponse, elle est donnée, quoi. La réponse, elle est donnée. Toulouse est là, n'a plus que le championnat à jouer. Et bon courage pour les autres, quoi. Je pense que Toulouse est bien armé. Mais je pense que Toulouse n'est pas tombé avec ses armes. Et je suis sûr. C'est ce qui les énerve, c'est qu'ils sont pas morts avec leurs armes en jouant. Et c'est ce qui les anime. Maintenant, ils préfèrent perdre en jouant, en développant leur jeu que comme ils ont fait contre Bordeaux, où ils ont joué un jeu assez minimaliste. Et ils s'en veulent beaucoup par rapport à ça, bien plus que la défaite. Ah oui, oui, ça c'est des choses. Mais c'est des choses que tu ressens ou c'est des informations que tu as partagées avec des joueurs, Johan? Non, c'est une information que je ressens, que j'ai eu des joueurs également. Et voilà, ils n'ont pas joué leur jeu comme on a l'habitude, comme ils ont fait ce week-end. Alors l'opposition était peut-être différente, mais à certains moments, on les a sentis un peu plus empruntés que d'habitude sur ce match-là, avec un peu plus de peur de jouer, de perdre le match. Voilà, trop dans le calcul. Ils ont attendu peut-être à la 60e minute pour faire la différence, et elle est jamais venue, alors qu'ils auraient dû jouer dès le départ. Et voilà, avec leur jeu et le jeu qui plaît à beaucoup de monde. Ouais, Philippe Songuero, c'est la réaction. On l'attendait cette réaction, mais quand même à ce point-là, 50-16. Alors oui, il y a eu le carton rouge de Baptiste Serin qui a changé les choses. Ils ont été à 13 pendant un moment, pendant quasiment 10 minutes en première période, mais quand même, c'est un écart conséquent. 8 essais à 1 entre le premier et le troisième. Ouais, mais alors c'est vrai que cette infériorité numérique, c'est juste un petit bout de l'explication de l'explosion du RCT en deuxième mi-temps, parce que on a vu quand même régulièrement dans ce championnat que finalement l'infériorité numérique, l'écart est souvent très faible et que les équipes qui sont en supériorité numérique ont du mal à faire la différence. Donc c'est pas ça l'explication. Et puis en plus, ce RCT indiscipliné qui a joué à 13 moments, c'était aussi souvent indiscipliné quand tu subis. Non, ils n'ont pas beaucoup existé. Alors c'est vrai que la vraie question, c'est se demander si le RCT a montré son vrai visage, parce que on est resté quelque part sur cette confrontation en Champions Cup où on s'est dit tiens, cette équipe du RCT elle est capable de contrarier le Stade Toulousain qui avait sa grosse équipe en plus avec des joueurs qui n'étaient pas encore blessés pour le match contre Bordeaux. Donc en effet, c'est clair que les Toulousains voulaient montrer à tout le monde qu'ils étaient bien là et piqués dans leur orgueil par la défaite en Champions Cup. Donc là, à ce niveau-là, honnêtement, Toulouse, en plus avec une équipe remaniée, même si maintenant quand on parle d'équipe remaniée à Toulouse, c'est toujours très relatif, ils ont montré qu'ils allaient être très très durs à prendre, quoi. Je vois pas bien. Alors bien sûr, on dira Bordeaux puisqu'ils ont su trouver les
les ingrédients en Champions Cup, mais ils ont une finale à jouer, ils ont une fin de parcours compliquée en championnat. Là, Toulouse paraît vraiment un cran au-dessus des autres. Oui, un cran au-dessus des autres. Fabrice, qui a marqué des points là? Parce que c'est vrai qu'il y avait le retour de Capozzo, Johan en a parlé. Dans ce festival offensif, qui a retenu ton attention? Moi, depuis, pas forcément sur ce match, depuis plusieurs matchs, il y a un joueur que je trouve qui est en plein progrès. Enfin, même c'est pas une surprise, hein, Choco Barès. Moi, on n'en parle pas beaucoup. Et ce garçon, je trouve qu'il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur de plus en plus dans le groupe toulousain. Ouais, il a été souvent contrarié par des blessures, malheureusement, parce que il a été souvent déterminant, notamment dans des finales, Choco Barès. Et là, tu le retrouves à son top, quoi. Oui. Ah ouais, là je le retrouve à son top. Oui. Je crois que demander aux Toulonnais, je crois qu'ils l'ont bien vu, ils l'ont bien senti, quoi. Je pense. Mais juste, je vais pousser une petite oralerie à ma façon. Je suis très content. Moi, je suis opposé, en règle générale, à toutes ces délocalisations. Chaque fois qu'une équipe prend une belle raclée quand elle a délocalisé, je suis très content. Voilà, comme ça, c'est fait. Pourquoi Parce que Toulon à Mayol, c'est pas Toulon au Vélodrome. De toute façon, voilà. Je pense que c'est voilà, à force de vouloir courir après les finances et tout, mais il y a quelque chose, il y a le résultat aussi qui compte. Et c'est pas rare que les équipes, quand elles délocalisent, se plantent. C'est pas rare. Ouais, c'est vrai, Philippe, ce que dit. Toulon quand même avait quand même l'habitude de gagner face à Toulouse au Vélodrome. Je pense pas que ce soit le lien de cause à effet. Ah, mais Toulouse, avec quelle équipe il est aussi à chaque fois. Ouais, voilà. C'est ça, mais de délocaliser je sais qu'en tant que joueur, nous on délocalise au stadium. Ah, mais c'est pas la même distance. Ben oui, mais bon, c'est pas très loin, mais en tout cas, ça galvanise. On sait que c'est un match important, c'est un événement, donc ça mobilise aussi pas mal de joueurs sur le fait de l'enjeu du match. On sait que c'est pas un match anodin, c'est pas un match de plus. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux mobiliser, Philippe, le trésorier ou les joueurs, en fait, parce que bon, c'est vrai, ça peut faire mal à la tête aux Toulonnais, là. Petite parenthèse sur le RCT, Philippe Spanghero. Oui, ça fait mal à la tête parce que cette défaite est très lourde. Mais après, la question, elle est particulière en plus pour le RCT. On a fait un débat là-dessus avec Alex Priam vendredi dernier, justement. C'est vrai que dans les exemples aussi, j'imagine que Fabrice a peut-être en tête les délocs de Bayonne, notamment contre Pau à Noeta, qui n'ont pas été des réussites sportives les premières fois. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de cas comme ça. Après, il y a des clubs qui en ont besoin plus que les autres, et le RCT en fait partie. Parce que le RCT a une problématique vraiment particulière, c'est-à-dire que Mayol n'a pas de possibilité de travaux d'aménagement. Et en fait, Mayol n'est pas du tout un lieu de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RCT n'arrive pas du tout à générer de revenus en dehors des places de match. Aujourd'hui, tous les stades sont devenus des lieux de vie. Les gens arrivent bien plus tôt, partent bien plus tard. Ils consomment, il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi aller acheter des choses dans des boutiques, il y a de quoi faire la fête après pour la plupart des stades aujourd'hui. Mayol est dans l'incapacité de faire ça. Et donc, quand vous savez que vous avez une grosse affiche comme ça, il ne faut pas le faire trop souvent, mais 1 ou 2 fois par an, ils sont obligés de le faire parce qu'ils en ont besoin. Voilà, mais avec 67... Mais le président Lemaître l'a dit quand même que c'était x5 sur une recette de match x5, c'est normal, c'est pas négligeable. Hein. Ouais, mais bon, Fabrice, ça te plaît pas, toi? x5, ça te laisse froid. Non, mais ça me laisse froid parce que mais il faut relativiser. Il faut pas confondre. C'est le problème de beaucoup, hélas, dans beaucoup d'endroits. Je parle pas pour nous, mais il y a la recette, mais il y a l'arrivée, il y a le résultat net. Parce qu'il y a quand même des frais de location, il y a quand même tout un tas de choses comme ça. On parle des délocalisations de Bayonne à Noeta. Ouais, effectivement. Mais enfin, la Real fait pas la location gratuite. Et puis je peux vous dire que quand il y a un Bayonne-Pau qui est là-bas, qui c'est qui se régale? C'est tous les bars, les trucs comme ça du coin pour les tapas, etc. Mais c'est l'économie espagnole qui en bénéficie un maximum, quoi. Oui. Et les commerçants qui sont autour de Bayonne, qui participent au financement de l'équipe de l'Aviron Bayonnais toute la saison, ils se privent d'une super recette. Je sais pas, tout se calcule, quoi. C'est vrai. En tout cas, Philippe, il adore les tapas.
Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, Fabrice, avant de te quitter, quand même, Stade Toulousain Racing ce week-end, on va le vivre sur Sud Radio, bien sûr. Il y a d'ailleurs eu des auditeurs qui ont gagné des super cadeaux pour aller voir ce match limite sur le terrain. De vivre un match sur le bord du terrain et aller dans le tunnel avec les joueurs. Donc il y a pire. Hein. Ouais, c'est pas mal. Puis après le match en loge, évidemment, avec les cocktails. C'est pour me rendre jaloux que vous dites ça. Mais voilà, c'est pour que tu nous écoutes encore plus, même si on te sait fidèle. Mais il faut être attentif parce que ça peut peut-être revenir. Aussi, ça peut peut-être revenir, effectivement. Un petit prono quand même face au Racing qui a concédé le nul, on le rappelle, face à Bayonne, 24 partout. La victoire du stade français, oui, contre le Racing. Non, du stade toulousain. Du stade toulousain, pardon, du stade toulousain. Ouais, mais c'est la meilleure équipe française et européenne, c'est pour ça. De quoi, le stade français ? On français ? devrait dire le stade européen. Non, le stade toulousain. Voilà, ça change. Le rugby est un sport qui se joue à 15 contre 15 avec un ballon ovale et à la fin, c'est le stade toulousain qui gagne. Voilà, on peut l'adapter, effectivement. Pas tous les ans. Voilà. C'est ce qu'on disait des Allemands et du foot. Bon, super, en tout cas, merci Fabrice d'avoir été avec nous. Pardon. Grand plaisir de t'avoir. Et puis, voilà, le stade toulousain, tu les vois décrocher le Brennus pour terminer ? Ah oui, là, le conserver. Je pense, oui, mais je rejoins Johan, je pense qu'il y a eu, d'ailleurs quand on a entendu les propos de Romain Ntamak et tout, c'est pas du Romain habituel ça, quoi. Je veux dire, il y a une vraie vexation et un Toulousain vexé. Je vois pas que, là franchement là je crois que ça va faire mal. Et puis François, je voudrais terminer sur un truc quand même sur pour moi le petit exploit du week-end. Les Palois ont totalement modifié le top 6 à eux seuls parce que la victoire à Lyon, c'est arrivé très 27, rarement. ouais. Ils ont mis un bazar là terrible. C'est vrai. Bon, ils étaient un peu aidés peut-être par la compo d'équipe de Karim Ghezal qui a fait tourner avant de monter vers la finale du challenge. Mais en tout cas, c'est pas bon signe pour le Stade français encore une fois. Il n'y a rien qui va pour eux. Ouais, mais effectivement, puisque ça sera Stade français Lyon le week-end prochain, ce week-end là, et effectivement, Karim Ghezal sera peut-être aussi à titre personnel un peu revanchard. On va faire les affaires de l'USAP. Voilà. Bon, merci Fabrice en tout cas pour ta passion et bien sûr ta fidélité. On se retrouve très bientôt sur notre antenne au 0826 300 300. Dans un instant, on va parler justement de cette course au maintien avec l'entraîneur de Perpignan, Franck Azema, qui va être avec nous parce que Perpignan a fait un gros coup ce week-end en l'emportant face au Stade français. Avec vous bien sûr au 0826 300 300 avec Yohan Huget et Philippe Spanghero, nos consultants Sud Radio et nos invités. On parle, je le disais, de cette course au maintien. Il reste 3 journées dorénavant dans ce top 14 dans la phase régulière et Perpignan est sorti de la zone rouge. Voilà, pour en parler, c'est Franck Azema, le manager catalan de l'USAP qui est avec nous. Salut Franck, merci d'être avec nous. Ouais, bonsoir à tous. Bon, j'imagine que cette victoire de 2 points, 20 à 18, t'as passé quoi, une meilleure nuit samedi soir quand t'es rentré ou pas? Ouais, c'est plus facile, mais bon, ça va être serré comme ça sur les 3 dernières journées. On sait qu'il n'y a rien de fait, c'est la réalité, on le voit à tous les étages, mais bon, pour revenir à nous, on a souffert. On s'est rendu la tâche difficile encore une fois. On est habitué à ça depuis le début de la saison. Ouais, 40 points, on le rappelle, au classement 12e pour l'USAP, qui, quand on est 12e, eh bien, on est sauvé. Quand on est 13e, on fait un barrage. Là, c'est le Stade français qui occupe cette place à 3 points derrière. Et puis Vannes qui a perdu juste d'1 point face à La Rochelle, qui est 14e, donc à 4 points. Yohan Huget avec nous, bien sûr, pour peut-être une question ou une réflexion avec Franck Azema. Non, salut Franck. Je voulais savoir dans quelle position tu mets les joueurs. Est-ce que vous regardez les résultats? On a vu pas mal de joueurs du Stade français regarder le Portal pendant le match. Est-ce que toi tu l'interdis? Est-ce que ton regard par rapport aux autres clubs, vous qui avez l'habitude de vivre ces moments-là, vous focalisez vraiment sur vous? Alors vous avez l'habitude de le dire, mais est-ce que c'est vrai quand tu es habitué à jouer ce rôle? Non, je pense que on est vraiment focus sur nous et nos performances. On a suffisamment travaillé sur ça. Après, franchement, quand on a un coup de pouce, on ne s'en plaint pas. On l'a vu ce week-end, ça peut basculer dans notre sens. Même si, à mon sens, c'est assez logique vu la physionomie du match. Mais après, quand on va pas se plaindre quand je vois le drop à la dernière minute d'Astoy, évidemment, ça nous donne un peu d'oxygène.
On a souffert tout au long de la saison. On a eu plus d'un tiers de notre effectif absent pendant 20 journées. Donc on est en train d'essayer de mettre en place, de se concentrer sur nous. On est frustré de notre performance sur ce qu'on fournit en termes de jeu. On est habitué à autre chose et que de ne pas le voir se mettre en place, c'est frustrant. Mais pour autant, on n'a jamais fermé le robinet et on va continuer d'entreprendre et de se positionner en s'améliorant sur les 3 derniers matchs, j'espère. Philippe Spanghero avec Franck Azema, le manager de l'USAP. On rappelle quand même, Philippe, que l'USAP se déplace à Clermont ce week-end. L'USAP se déplacera à La Rochelle en 25e journée et recevra le Stade Toulousain lors de la 26e journée. Oui, cette dernière journée qui va être importante aussi, certainement toujours dans la lutte au maintien. Bonsoir Franck. J'avais une question pour rebondir sur ce que disait Johan. C'est vrai que cet effectif, il commence à être habitué à ce genre de situation en fin de saison. Mais on a senti quand même de la fébrilité par la pression de l'enjeu là contre le Stade Français par rapport à ce qu'on vous a vu faire à domicile tout au long de la saison. On vous a senti quand même assez maître à domicile. Est-ce que tu l'as ressenti toi dans la semaine qui a précédé le match, qu'il y avait quand même une tension particulière et que tes joueurs avaient peut-être un peu de mal à la gérer? Oui, parce que en fait, on a eu 15 jours pour préparer ce match-là. Donc, que ce soit en interne ou à l'extérieur, tu sens bien que tout le monde est focus sur ça et uniquement sur ça. Comme je disais aux joueurs, on s'entraîne pour gagner les matchs et on les joue pour pas les perdre. Et c'est ce qu'on a senti samedi. Alors que il faut qu'on soit capable de passer au-delà de ça. C'est facile de le dire, mais dans la réalité, dans notre quotidien, c'est pas vraiment ça. Donc, il faut qu'on arrive à capitaliser cette confiance pour pouvoir aller être encore plus audacieux et à continuer d'entreprendre et trouver un peu plus de liant dans ce qu'on fournit. Après, il y a des choses qui sont encourageantes. On a souffert sur les 3 semaines précédentes sur notre touche. On a retrouvé quelque chose de plus consistant sur ce week-end, sur notre conquête. Sur notre défense, on a pu s'appuyer aussi. Si on regarde les deux essais qu'on prend, voilà, c'est... Au vu du match, il n'y a pas non plus... on va pas se poignarder toute la semaine, il manque ça. Il faut qu'on continue de travailler, de trouver de plus de liens avec les garçons qu'on a rentrés récemment, et puis petit à petit essayer d'avoir un peu plus d'emprise et de tenue sur l'ensemble du match. Ouais, l'essai de Vellart à la 61e, il me semble qui conclut un très beau mouvement. Il ressemble un peu au Perpignan de la saison dernière. Est-ce que ce Perpignan-là, on va dire, on l'a vu par seulement intermittence, est-ce que c'est uniquement lié aux blessés dont tu parlais tout à l'heure, Franck, où il y a quelque chose qui s'est grippé, entre guillemets? Ouais, il y a certainement plusieurs facteurs quand tu es comme ça, mais honnêtement, on cherche pas d'excuses, mais c'est une réalité. Quand tu as entre 13 et 18 blessés à l'infirmerie pendant 20 journées, voilà, on a souffert de ça, mais c'est comme ça. Et par contre, le groupe et c'est la force de l'équipe, c'est que personne n'a jamais lâché. Les gars qui ont toujours répondu présent, les mecs qui sont montés au front l'ont bien fait. On est 200% et voilà, c'est pour ça qu'on est dans cette position aujourd'hui et que à l'entraînement aujourd'hui on est 35 et que tout le monde s'envoie, qui joue pas, et ça c'est ce qui va faire la différence jusqu'à la fin. Et heureusement qu'on a ça. On a vu beaucoup d'émotions de la part des joueurs iliens au moment de l'hommage rendu à Raizuke. Oui. Est-ce que toi tu as eu un rôle particulier pour les préparer, parce qu'on sait que les Bouli Roy et les Veradamou du Guivalou, ils sont importants pour ton jeu, pour ce que tu veux développer. Comment tu as réussi à les embarquer malgré la tristesse, on imagine? Dès qu'on a appris la nouvelle, évidemment, on les a appelés de suite et pour faire pour checker un peu et à quel point ils étaient impactés. Et on en a parlé le lendemain matin, évidemment. Et c'est chacun a sa façon de le gérer. On a essayé de les entourer un peu plus. Je crois que ça, au-delà des Fidjiens, je pense que ça a touché tout le monde. Donc c'est dur et c'est pas quelque chose de normal. Et voilà, donc je pense que le rugby en général a été impacté. Évidemment, quand on a comme Happy qui est du même village, ça a plus d'impact, on le sait.
Et voilà, je crois qu'il a, à l'image de Happy et des autres, ils ont essayé je pense, de répondre présent, et c'est sa manière de l'honorer, je pense. Ouais. Philippe Spanghero, avec Franck Azema, le manager de l'USAP, qui nous fait le plaisir, la gentillesse d'être avec nous ce soir dans les vraies voix du rugby. Ouais, Franck, je reviens vers toi pour les projections, parce que même si là la période est un peu difficile, on sent que l'USAP est ambitieuse quand même dans le futur. On a vu dans les tribunes ce week-end Jamie Ritchie, qui est une des recrues phares. On sent quand même ces dernières saisons que malgré le fait que vous bataillez pour le maintien, vous êtes séduisant sur le marché des transferts et vous arrivez à aller chercher des joueurs qui sont des éléments importants, des joueurs internationaux, 4 dans leur sélection. Tu l'expliques par quoi ? Bon, on essaye ouais, certainement la mer et le soleil, j'allais te dire, mais non, mais on essaye de bâtir et de rester fidèle avec le président François et le DG Bruno Roland, François Rivière, et je crois que il est engagé à fond sur le projet. Aujourd'hui, on va avoir nos infrastructures qui vont être livrées pour le camp d'entraînement le 1er juillet. Donc c'est aussi un boost pour la saison prochaine. C'est stimulant pour tout le monde. On a un terrain hybride. Voilà, c'est petit à petit essayer d'avoir un peu toutes les piliers de la performance qui est essayer de construire et de pas être juste en réaction, de dire ben voilà, on arrive à rester en top 14, donc on fait ça. Il faut qu'on arrive à garder un cap. Il y a un bon travail qui avait été fait auparavant et on essaye de rester dans cette ligne-là et de faire grossir notre club. Mais alors ça passe par un salary cap. On essaye d'aller de monter, c'est ce qu'est en train de faire le président, mais on sait aussi c'est la qualité du staff, la qualité des structures, c'est toutes ces choses-là, la formation, les jeunes, comment on va les amener vers le plus haut niveau, c'est toutes ces choses-là qui font que ton bateau il tangue pas, donc c'est ce qu'on essaie de bâtir. Voilà, même si il faut aussi envisager les deux scénarios. Voilà, on est à 3 journées de la fin et ça veut dire quoi concrètement? Il y a des joueurs qui devraient partir si jamais il y avait une relégation. Comment ça on travaille? Des garçons, il y a toujours des garçons. Honnêtement, si quand tu fais semblant, tu te dis non, on n'a pas besoin d'en parler. Si, on en a parlé il y a déjà un mois et demi, donc bien en amont. Et voilà, aujourd'hui, pour le club, c'est important de rester sur la même lignée, donc il n'y aura pas de changement dans l'effectif. Après, il peut toujours y avoir, au dernier moment, un garçon qui change de cap, et ça peut arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a en tête, c'est se maintenir. Et si ça ne devait pas arriver, c'est garder le même cap et garder le même effectif pour la saison prochaine. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Johan. Non, mais quand on voit votre calendrier, quand même, il y a de quoi... moi, d'un point de vue extérieur, et voilà, ça fait relativement peur quand même avec le calendrier que vous avez. Alors même si on regarde les autres, mais si on se focalise que sur Perpignan, 2 déplacements et recevoir Toulouse, alors que peut-être Toulouse va faire tourner, mais on sait que Toulouse, quand il fait tourner, c'est à peu près pareil. Est-ce que tu as vraiment ciblé un ou deux matchs que tu souhaites, bon, mis à part Toulouse, mais à l'extérieur, faire un coup ou vous allez à 1000% et voilà. On peut pas faire de calcul. On sait qu'on reçoit, tu sais, j'entends parler, tout le monde reçoit Toulouse de la dernière journée. Aujourd'hui, quand tu regardes Toulouse, tu connais qui est bien placé pour le savoir, et ils mettent 50 points à tout le monde tous les week-ends. Donc se focaliser sur ça. On a l'opportunité de jouer 3 matchs. On a quasiment notre effectif au complet pour ces 3 matchs-là. Et on va pas faire de calcul. On va à Clermont ce week-end. On sait qu'on va être attendu. On va jouer un bon match. On va s'envoyer. On aura une semaine de repos. On ira à La Rochelle et on recevra Toulouse. Donc se dire bien sûr, on a envie de récupérer. Ça va se jouer un point. Donc on veut gratter des points partout. On va se battre pour ça. Est-ce qu'on va être capable de le réaliser? Je ne sais rien. Mais en tout cas, on est terminé avec ça. Maintenant, je sais que jusqu'à la dernière journée, à notre niveau, mais à la 6e, à la 7e, à la 8e, à la 9e, à la première, à la 2e, ça va être une bataille tous les week-ends. Et tous les week-ends, il y aura des surprises. Et donc, il faut pas lâcher. Ça va se jouer sur la dernière journée, quoi qu'il arrive. Bon, tu as un petit retour sympa, clairement, dans un contexte comme ça, 24e journée, besoin de points. T'es content de revenir à Clermont, Franck? Ouais, c'est toujours une belle affiche, ça fait toujours plaisir. Mais
c'est au-delà de l'anecdote, c'est surtout de retrouver un peu de compétition de notre effectif. Voilà, c'est d'enchaîner en termes de performance, voir ce qu'on est capable de livrer, avoir de la consistance un peu plus dans notre jeu et être un peu plus équilibré. Donc si on arrive à faire ça, voilà, on verra. Il y a toujours un enjeu et je crois que tous les joueurs en sont conscients. Et essayer de passer plutôt sur une pression positive que celle qu'on a subie sur les 15 derniers jours. Ouais, et notamment pendant ce match où on a senti que vous aviez joué entre guillemets jusqu'à cet essai de la 60e un peu petit bras quand même tout au long du match, parce qu'il y avait cette pression qui était difficile. C'est quoi la meilleure nouvelle des retours que tu as vus? Il y a eu Van Tonder depuis quelques semaines, il y a Tuilagi qui est revenu. Qu'est-ce qui te donne confiance dans cette amélioration de l'effectif, on va dire? Tous ne jouent pas, mais John Fournier qui est revenu, il y a Jeff Dubois, Dudu qui est revenu. J'allais dire Jeff, il aurait un peu mal aux jambes peut-être, mais Dudu qui est revenu avec nous. C'est tout ça, c'est tous ces garçons qui amènent de la qualité à l'entraînement et qui sont proches de performer et de jouer. C'est ce qui fait que tu montres la qualité de ton jeu. Tu l'as dit, on a souffert une grosse partie du match, mais on a été contre le vent toute la première mi-temps. On est resté dans les clous, et donc c'est ces garçons-là qui te permettent d'avoir cette qualité pour le week-end. Donc on se prépare avec eux et il y a toujours des garçons qui dans le groupe, tu peux avoir des blessures, des performances, et il faut compter sur tout le monde jusqu'à la fin. Bon, tu sens, tu les sens capables d'aller chercher un résultat à Clermont, d'aller faire le coup, parce que Clermont est quand même solide. Je sais pas, c'est pas prétentieux de dire ça. On a envie d'aller chercher des points, évidemment. Maintenant, je sens le groupe en confiance aussi, du fait de retrouver notre effectif, mais aussi de ce qu'on fournit à l'entraînement. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver ça en match, et on sait que c'est lié essentiellement à la confiance. Donc il suffit comme tu l'as dit, l'action où VV marque, voilà, c'est des choses comme ça où on a envie d'avoir un peu plus de continuité dans notre jeu et être entreprenant et trouver ça. Maintenant, on sait qu'en face il y aura Clermont qui va essayer de contrer ces actions-là. À nous de maîtriser ça. Tu disais le maintien va se jouer à 1 point. Il va se jouer à combien de points? T'en as 40 là aujourd'hui, à 3 journées de la fin. Ça va être quoi, 48, 49? C'est quoi selon toi? Non, il peut y avoir, parce que c'est vrai qu'on se concentre sur nous, c'est essentiel, mais aussi on voit le calendrier des autres. C'est-à-dire, ils sont pas pleins non plus. Attention, c'est costaud pour tout le monde. Et donc que ce soit Vannes, que ce soit le Stade Français, que ce soit le Racing, attention, il y a personne qui peut se dire je peux faire le rond-plan ce soir. Donc, mais c'est ce qui est bon, c'est ce qui à la force de ce championnat. Bon, et ben en tout cas on te souhaite une bonne semaine, et on vous souhaite bien sûr une bonne semaine à l'USAP pour ce sprint final qui va commencer donc à Clermont samedi. On le vivra sur Sud Radio à 16h30. Merci Franck Azema d'avoir été avec nous, et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio, et bonne fin de saison. On va se retrouver dans un instant pour parler de Seven, de Seven sur le bassin d'Arcachon. Voilà, on va un petit peu voyager pour prendre un petit peu l'air avec Philippe, avec Johan, bien sûr, avec vous au 0826 300 300. Reste avec nous. Eh bien, voilà, on est de retour, bien sûr. C'est sympa ce petit jingle là. Tout va bien à 20h48 dans les vraies voix du rugby. Philippe Spanghero est là, Johan Huget également. Et nous parlons, je le disais pour terminer cette émission, nous parlons de Seven, le rugby à 7 avec le Seven Pila Club. Et on va en parler avec son président, Vincent Manta, que nous accueillons sur l'antenne de Sud Radio. Salut Vincent, merci d'être avec nous. Merci à vous surtout, salut à tous. Un grand plaisir de pouvoir parler du 7. Ouais, bien sûr, le 7, parce qu'on en parle régulièrement, on parle de tous les rugby sur Sud Radio, bien sûr, mais on parle souvent du 7 et avec les formidables équipes de France qui nous ont régalé ces derniers mois, notamment aux Jeux Olympiques, bien sûr, mais là c'est le 7 qui a pris une autre dimension, parce que Vincent, tu es par ailleurs directeur du pôle espoir à Talence, rappelons-le quand même.
donc formateur dans l'âme, mais tu as créé, pas de seul, je le sais, mais un club sur le bassin d'Arcachon, un club un petit peu atypique. Tout à fait. Alors je l'ai créé avec Julien Antonin, qui est mon acolyte et qui travaille avec moi depuis plusieurs années sur l'académie, le pôle et l'après-filière sur Bordeaux, sur Talence. Et en fait, on avait dans l'idée, parce qu'on a depuis 15 ans, 20 ans, on fait du set quotidiennement, de manière hebdomadaire sur le pôle espoir. Et on s'est dit qu'on voulait développer cette pratique. Donc on a créé un club qui s'appelle le Seven Pillars Rugby, qui a plusieurs activités. La première, c'est des stages d'été. On prend des gamins et gamines de moins de 18 ans. Ça tourne autour de 150 à 200 stagiaires par été. Donc c'est assez conséquent, c'est chouette. On essaie avec un public très varié. On a des Argentins, des Anglais, des Luxembourgeois, des Italiens, et puis tout le territoire français qui nous rejoint. Donc ça, c'est intéressant. Et ça nous permet en fait de financer les deux autres parties de notre club. On a une team, une équipe senior qui joue en élite amateur, qui va faire cette année le circuit en élite amateur, qui fonctionne bien, on sort des gamins, c'est d'un bon petit niveau. Et puis après, on a deux festivals, un festival pour les garçons moins de 18 ans, qui s'est passé au mois de mars, et qu'on a appelé d'ailleurs Franck Cater, du nom de mon collègue qui est décédé, le pauvre, et éducateur avec moi sur le bassin d'Arcachon. Et puis un festival filles, qui a lieu le 7 juin, et qui concerne les gamines de moins de 18 ans filles. Donc on essaie d'avoir un peu un canevas de tout plein d'activités pour développer notre pratique. Oui, et voilà. C'est intéressant, c'est trois piliers, on va dire. Donc le 7 juin, ça sera où, à la Teste de Bûche? Ça sera, alors malheureusement pas à la Teste même, à Arcachon, parce qu'il y a tout loin le Bouteiller. Mais c'est sur le site du bassin d'Arcachon. Moi j'étais entraîneur pendant 8 ans du RCBA, donc on a des relations très particulières sur le bassin. C'est un club qui est cher à mon cœur, et en fait on agrège notre Seven Pillars Rugby à ce club du RCBA. Voilà, le Seven Pillars Rugby. Johan, Philippe, est-ce que j'imagine ça vous fait réagir quand même, parce que c'est vrai que le Seven, on a l'impression qu'il n'y a que les Jeux Olympiques, après on peut pas en faire. Là c'est la preuve qu'il y a des clubs qui sont en tout cas 100% Seven, Johan. Ouais, c'est ce qu'on en parlait après les Jeux Olympiques. Il fallait que ça se développe un peu plus dans les clubs, et je trouve c'est une très belle initiative, parce que au-delà de pratiquer le 15, je trouve qu'il y a des joueurs forcément qui peut-être ne prennent pas de plaisir à 15 parce qu'ils touchent pas assez de ballon, et le 7 c'est une parfaite alternative pour le 15 et le fait de toucher du ballon. Et quand on est jeune, ou des filles aussi, on adore toucher le ballon, on adore participer au jeu, et c'est vrai que des fois le 15 nous limite là-dedans à prendre ce genre de plaisir avec le fait de toucher un peu moins de ballon, surtout l'hiver. Ouais. Tu sais que nous, pour anecdote, j'avais Anthony Bello, moi, au pôle, et Anthony Bello, c'était un joueur un peu très appliqué, très sérieux, et en fait, il lui manquait quelque chose, il fait un déclic, et on l'a envoyé à Dubaï en novembre sur un tournoi France Dev, il était revenu métamorphosé, quoi. Et lui-même, il le dit, que la pratique du set de haut niveau lui a vraiment permis de déclencher des choses chez lui, quoi. Notamment en termes d'initiative, puis l'exigence sur les duels défensifs notamment. Et ça, c'est vraiment... C'est exactement ça, le fait de prendre des duels offensivement nous libère, nous donne de la confiance aussi, parce qu'on arrive à être décisif. Et je pense que le 7, à ce moment-là, où pour les jeunes joueurs en formation ou en mutation vers le 15, ou justement l'effet inverse, peut être très bénéfique. Ouais. Philippe Sanguero, avec Vincent Manta, le président du Seven Pillars Club. Ouais, Vincent, bonsoir. C'est vrai qu'on a eu ce débat régulièrement, justement, de l'importance maintenant pour développer cette pratique du 7, qu'elle soit plus accessible. Donc vous avez pris l'initiative. Comment tu peux expliquer, pour le vivre toi, que ce soit encore si peu développé? Quels sont les freins principaux, et comment tu justifierais le fait qu'on n'arrive pas quelque part à dupliquer votre initiative beaucoup plus massivement? Le gros écueil, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de licencié à 7. C'est-à-dire que nous, je vous le dis, la structure en elle-même, le club en lui-même, c'est dur financièrement à assumer. Parce qu'en fait, quand on va chercher des subventions, le premier critère qui est demandé, c'est le nombre de licenciés. Or, nous, on n'a pas de licenciés, on ne peut pas avoir de licenciés. Nous, c'est les clubs de 15 qui mettent à disposition les joueurs pour pratiquer du 7. Alors peut-être qu'un jour, la clé, ce serait qu'on arrive à avoir des vrais licenciés à 7, ce
qui nous permet d'ailleurs d'avoir une vraie visibilité, et notamment pour la recherche de partenariats et de financement, qui est la clé du système, on le sait. Par exemple, nous, on fait les 4 tournois majeurs cette année, ça nous coûte entre 45 et 50 000 balles les 4 tournois majeurs. Qui sont les 4 tournois majeurs qui sont, Vincent? Alors sur le territoire français, on commence par le Worthington à la fin mai. Après, il y a ces 4 tournois qui sont incontournables quand on fait le championnat élite amateur. Voilà. Et sur ces 4 tournois, on marque des points. Soit on est maintenu, soit on descend. D'accord. Voilà. Si vous avez besoin de joueurs, Philippe, il est disponible là cet été. Mais on est pas ça, François, pour jouer en 1 ou en 3 là. Ouais. Mais bon, moi j'ai fait un tournoi à 7, c'était Rome avec les Pro Giza à l'époque, c'est un très bon souvenir. Et le tournoi et la soirée cassée. Ah ouais, c'est bizarre que t'aies pas fait Dubaï, toi. Dans le 7, c'est ça qui est bon, c'est qu'on l'a vu au JO, c'est hyper festif, quoi. C'est un autre rugby, quoi. C'est un autre rugby. Et je crois que ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc ça veut dire que l'équipe du Seven Pillars Rugby, quand elle va sur ces tournois, elle agrège des joueurs de la région ou d'un peu partout. En général, c'est des joueurs qui sont passés soit par nos stages d'été, ou soit qui sont passés dans nos mains, entre Julien et moi, au Pôle Espoir ou à Bègles ou dans les sélections départementales autour. Mais c'est vraiment ça. Nous, on fait venir des gamins, ils ne sont pas rémunérés, bien sûr. Et on fait venir des gamins qui correspondent à notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a un club Seven Pillars, on a un fonctionnement, on a des valeurs, on travaille dessus au quotidien avec Juju, et il faut avoir un état d'esprit très porté Seven pour y participer. Voilà. Mais après, voilà, on a en gros une liste de 80-90 joueurs, et puis on essaie de composer nos équipes pour ces 4 tournois majeurs avec ces joueurs-là. Ouais. On garde l'exigence, parce qu'on veut faire du haut niveau. Soit on va jouer l'UBB 7, pour nous c'est un gros défi, donc c'est du haut niveau au niveau élite amateur, mais derrière nous on veut garder le côté festif. Ouais, c'est primordial. Quand on s'appelle le Seven Pillars Rugby, est-ce qu'on s'entraîne sur la dune ou à monter la dune pour se préparer pour les tournois? Ça c'est important. Alors, ce qu'on fait, on fait un petit stage, presque d'intégration sur la test et le RK Show. Mais surtout, c'est hein? Et ben la papa, bien sûr. Hermitage, si on arrive à résister. Mais voilà, mais il y a ça. Mais après, c'est surtout les stages d'été qui sont intéressants. Les stages d'été où les gamins, ils passent le matin, ils font du rugby à 7 et les après-midi, ils font des activités, du surf. On fait une excursion sur la dune. Voilà, on essaie de partager notre patrimoine, notre région qui est magnifique, quoi. Et j'incite que si les gamins veulent s'inscrire, sevenpillarrugby.fr, ils regardent toutes les modalités, gamins et gamines. Et on adore, depuis 2 ans, on a des gamines, et je vous garantis qu'à cet âge-là, parce que ça concerne moins de 14, moins de 13 et moins de 15, il y a des gamines qui ont vraiment, vraiment du très, très bon niveau. Voilà. Eh ben on a bien noté en tout cas le Seven Pillars Rugby. On était très content, Vincent Manta, de faire un petit coup de projecteur sur cette belle initiative et qu'il faut développer, bien sûr. Juste sur les tu parlais d'Anthony Bello, Vincent, avant de se quitter, sur les joueurs que tu as formés. Il y en a un paquet qui sont en train d'éclore et qu'on voit aujourd'hui. On pense à qui précisément? À mon Baptiste Rem, malheureusement, qui a pris un carton rouge, mais ouais. Voilà, il y a beaucoup. Il y a une flopée de gamins. Vous avez les vieux Maxime Macheneau et Benjamin Fall qui ont arrêté. Ouais. Jean Monriveau et aujourd'hui il y a beaucoup de gamins qui font du haut niveau, qui sont sur le top 14 au Premier League, qui sont passés par chez nous. C'est intéressant. Bon, voilà. Et il y a peut-être très bientôt le petit trio. Ben écoute, on compte sur toi. Hein. Ça dépend des éducateurs, ça. Hein. C'est pas nous. Souvent on y est pour rien. Hein. Mais bon. Allez, merci en tout cas, Vincent. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio, messieurs. Voilà les vraies voix du rugby qui sont en train de s'achever. On est bien. Ça passe toujours trop vite. Ça passe toujours trop vite. On rappelle peut-être qui je suis, mais on n'a pas notre Jean-Pierre Foucault à nous. Alexandre, c'est lui qui. Je suis né à Pamiers en 1987. La dernière fois, vous l'avez pas trouvé. Donc, je l'ai trouvé, moi. Ouais, enfin, ça a mis du temps quand même. Hein. Non, mais il a pas dit la ville de naissance. Il a fait exprès. Et il l'a dit en deuxième temps. Il l'a dit en deuxième temps. Vous m'avez pas respecté. Mais bon. Sinon, il y en a un. Il est facile. Carrière en senior. J'ai démarré en 90 à Perpignan. Ensuite, j'ai joué à Vinay, à Montpellier, à Montferrand, à Narbonne, à l'Union Trésis Catalane, au Céré Sportif. Et Philippe, depuis, oui.
Farid Sid, non? Non, depuis je N'importe suis quoi. entraîneur de rugby. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Serré. Ensuite, j'ai entraîné les espoirs, les arrières. François? Oui. C'est non, j'allais Franck dire Azema. Franck Azema. Bah oui. Mais oui, parce Voilà. que Serré, ça m'avait pensé à Franck Azema, mais bon. Bah, bien sûr. Voilà. C'est là qui a gagné? Ah bah c'est Johan, mais on est content. Ah, merci. On est content, enfin tu retrouves le Je pars chemin de la comme un prince. victoire. Voilà, ça te fait du bien, je crois, psychologiquement, pour aborder cette semaine Exactement. de rugby et se retrouver pour la 24e journée, pour la Pro D2 vendredi sur Sud Radio. Et puis bien sûr, messieurs, je vous remercie. C'est une bonne soirée. On accueille Jacques Pessy, les clés d'une vie à suivre.